Le vendredi 22 mars au soir, l'attaque terroriste contre la salle de concert Crocus City Hall en banlieue de Moscou a fait au moins 139 morts selon les dernières données du comité russe d'enquête. 182 autres personnes ont été blessées, indique le ministère de la Santé de la région de Moscou. Le président a déclaré le 24 mars jour de deuil national. 4 suspects ont été amenés à un tribunal de Moscou. Ils risquent la prison à vie. Leurs complices ont également été arrêtés. Les lettres de condoléances sont arrivées de tous les chefs d'État des 4 coins du globe, dont certaines, malheureusement, suscitent beaucoup d'interrogations sur fond d'une prétendue revendication de cette attaque par l'organisation Daesh. En effet, la Maison-Blanche et l'Élysée, après quelques phrases de condoléances, de bon usage et de bonne séance, se sont tout de suite précipités à dédouaner l'Ukraine de cet acte et faire porter le chapeau à Daesh, alors que l'organisme d'enquête russe n'a rendu aucune conclusion à ce moment. Ainsi, d'où vient la certitude des autorités US et françaises que c'est Daesh qui est responsable de ce carnage? Était-elle informée à l'avance? Est-ce ça qui était derrière l'alerte aux attentats lancés au début du mois de mars par l'ambassade US et britannique à Moscou, demandant à leurs ressortissants d'éviter les rassemblements populaires? Lors d'une réunion avec les chefs du gouvernement, des régions, des services spéciaux et des forces de l'ordre, le président russe Vladimir Poutine a appelé à trouver les véritables commanditaires de ce crime odieux. De son côté, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a rappelé que les États-Unis sont impliqués dans l'apparition de Daesh. Je la cite, « Consciemment ou non, les Américains ont participé à la création de ce groupe terroriste qui s'est mis à commettre des attentats épouvantables à travers le monde », a-t-elle indiqué. Et d'ajouter que Daesh a corrigé ses plans ces derniers temps et effectue désormais des sorties, surtout contre les ennemis et les adversaires des États-Unis. Les talibans en Afghanistan, les Iraniens, les autorités légitimes de Syrie et contre nous. Ironisant qu'il s'agit, je la cite encore, d'un concours de circonstances étranges. Historiquement, Zbigniew Brzezinski, conseiller pour la sécurité nationale du président Jimmy Carter et auteur du célèbre livre Le Grand Échiquier, La primauté américaine et ses impératifs stratégiques, réédité en 2004 sous le titre Le vrai choix, est le principal architecte de l'opération américaine contre les communistes en Afghanistan à partir de décembre 1979, mais surtout contre les soviétiques et l'armée rouge en utilisant les moudjahidines islamistes. C'est cette opération qui a enfanté Osama Ben Laden, le grand ordonnateur du terrorisme international d'obédience salafiste ces 3 dernières décennies. En effet, Robert Gates, l'ancien patron de la CIA, écrivait dans ses mémoires que les services secrets américains ont commencé à aider les moudjahidines afghans 6 mois avant l'intervention soviétique. Dans une interview explosive donnée le 15 janvier 1998 au Nouvel Observateur, passée inaperçue dans la presse occidentale, Zbigniew Brzezinski confirme cette affirmation. Je le cite, « Oui, selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux Moudjahidines a débuté courant 1980, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Mais la réalité gardée secrète est tout autre. C'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui ai expliqué qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Le journaliste, ahuri par les réponses glaçantes de son interlocuteur, et vu les dégâts incommensurables de cette guerre, que cette guerre a engendré dans le monde entier, il lui demanda s'il regrettait sa politique. Réponse négative de Brzezinski qui ajoute
Qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde? Les talibans ou la chute de l'Empire soviétique? Quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide? Cette politique a aussi été poursuivie par le président Reagan et son chef de la CIA, William Casey. Dans les années qui suivirent, on retrouve les mêmes combattants islamistes dans les guerres des Balkans, de Tchétchénie, dans les guerres des Balkans et de Tchétchénie. Brzezinski a fait partie de ceux qui ont sévèrement critiqué l'hésitation de l'administration Clinton à intervenir contre la Serbie. Selon la théorie exposée dans le Grand Échiquier, l'amélioration du monde et sa stabilité dépendent du maintien de l'hégémonie américaine. Toute puissance concurrente est dès lors considérée comme une menace pour la stabilité mondiale. C'est à ce titre qu'il préconisa dans son livre de couper l'Ukraine de la Russie, faute de quoi cette dernière avait à nouveau toutes les chances de redevenir un empire. Après l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, le prix Nobel de la paix dont les deux mandats ont vu le lancement des printemps arabes et l'avènement du califat islamique en Irak et en Syrie, Brzezinski devient, avec Henry Kissinger, conseiller diplomatique du président américain. Beaucoup de ceux qui ont participé aux guerres citées ci-dessus ont participé activement à celles de Syrie et d'Irak, montrant ainsi que le problème ne date pas d'hier. Et pour cause, en mars 2003, les États-Unis venaient d'envahir l'Irak. Ils confiaient la direction du gouvernement à Jay Garner, un ancien colonel de l'armée américaine. Celui-ci, qui entendait s'appuyer sur la police et l'armée de Saddam Hussein pour rétablir l'ordre et asseoir les bases de la paix, n'est pas resté longtemps à son poste. C'est Paul Bremer, un proche des néoconservateurs américains, qui reprend son poste et dont la première décision a justement été de dissoudre la police et l'armée de Saddam Hussein, ouvrant ainsi la porte à toutes les aventures terroristes possibles, car bien que l'armée américaine fût sur place, elle n'avait aucune expérience de terrain en matière de guerre urbaine. C'est dans ces conditions qu'Abu Mus'ab al-Zarqawi, un vétéran d'Afghanistan, est devenu le premier cheikh de Daesh en Irak. Il avait été spectaculairement projeté sur le devant de la scène internationale le 5 février 2003, à peine 6 semaines avant l'invasion états-unienne de l'Irak, par le fameux discours tenu par le secrétaire d'État Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Je le cite, « Ce que je veux porter à votre attention aujourd'hui, c'est la connexion éventuellement bien plus sinistre qui existe entre l'Irak et le réseau terroriste Al-Qaïda. Connexion qui allie les organisations terroristes classiques aux méthodes modernes d'assassinat. L'Irak héberge aujourd'hui un réseau terroriste meurtrier dirigé par Abu Mus'ab al-Zarqawi, partenaire et collaborateur d'Osama Ben Laden et de ses lieutenants d'Al-Qaïda. Après l'annonce de sa mort, suivant Abu Bakr al-Baghdadi, cet ancien prisonnier de l'armée américaine en Irak du 8 décembre 2004 au 6 décembre 2005, commença à asseoir les bases de son État, en particulier après l'effondrement de l'armée irakienne dans la ville de Mossoul. Al-Baghdadi a failli prendre la majorité du territoire et était aux portes de Damas avant l'intervention militaire russe, sollicité par les autorités syriennes elles-mêmes. S'accaparant armes et pétrole et trouvant les complices dans les pays frontaliers, en particulier la Turquie, membre de l'OTAN, il parvint même à mettre petit à petit sur pied une économie. Ainsi, la grande question qui se pose est de savoir comment Daesh, qui se trouve dans une situation de faiblesse après la défaite cuisante en Syrie, ainsi, la grande question qui se pose est de savoir comment Daesh, qui se trouve dans une situation de faiblesse après la défaite cuisante en Syrie, pourrait orchestrer une attaque majeure à ce niveau d'organisation à Moscou, sans encadrement, sans assistance et de manière indépendante. Pour répondre à ces questions fondamentales,
de leur enjeu et impact sur la sécurité et la paix dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Taoufik Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité, en lutte antiterroriste et en défense internationale. Général, Général Taoufik Didi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, Monsieur Kamel. Merci infiniment de me donner l'occasion de parler à vos auditeurs. Général Didi, comment analysez-vous, en tant qu'expert dans la lutte antiterroriste, et pas des moindres, vous avez quand même combattu ces mouvements pendant 20 ans, cet attentat dans la salle de concert Crocus City Hall? Et comment on met en place la logistique nécessaire à cet attentat? Et puis, l'hypothèse de la responsabilité de Daesh est-elle vraiment plausible? Donc, je rappelle tout d'abord que même chez moi en Tunisie, on a depuis 2011 combattu donc ces groupes terroristes et heureusement pour nous, on les a complètement éradiqués. Donc, pendant une dizaine d'années au moins, on était en contact direct pour combattre donc ces groupuscules. Et je peux prétendre que je connais exactement leur mode opératoire, donc leur composition, leur manière de réfléchir, d'agir. Mais permettez-moi d'abord, Monsieur Kamel, de revenir un tout petit peu à l'histoire pour comprendre un peu le phénomène, si vous permettez. D'abord, Allez-y, allez-y. il faut il faut reconnaître que Daesh, en fait, euh, ce n'est pas un groupe qui est venu de nulle part. Parce que donc, tout ce qu'on voit dans le monde, toutes ces organisations terroristes comme Daesh, comme l'AQMI chez nous en Afrique, donc Al-Qaïda au pays du Maghreb qui agit en Algérie, au Mali, au Tchad, au Niger, donc Boko Haram, au Nigeria, au Burkina Faso, donc toutes ces, à Beth el-Maqdis, en Égypte, donc toutes ces groupuscules, tous ces groupes terroristes, en fait, viennent de la même source, viennent de ce monstre créé par les Américains qui est Al-Qaïda, donc qui a été créé de toutes pièces pour combattre, dans une optique de combattre un peu l'invasion russe en Afghanistan. À l'époque, les soviétiques voulaient donc justement sauvegarder un peu le régime en Afghanistan, mais la perfidie des Américains ont fait que, avec l'aide, bien sûr, le concours de certains pays du Golfe, pour financer donc cette création, ils ont créé de toutes pièces ce monstre. Donc, la conclusion, c'est que Al-Qaïda est à la source de toutes les organisations terroristes islamistes, y compris Daesh. Donc, ça, c'est une première conclusion. Donc, d'abord, ils ont mis cette stratégie pour éviter le contact direct, donc la guerre directe avec les soviétiques. On connaît très bien que les Américains, donc, ils ont toujours recours à la perfidie, à la ruse, pour faire tomber leur adversaire sans combat. Mais c'est que, donc, le coup de septembre, là, 2001, c'est que les Américains, là, ils se sont aperçus que ce monstre s'est retourné contre eux. Donc, c'est devenu un problème, un fardeau, parce que c'était un grand choc. On parle donc du choc du siècle. Ils ont compris que ce monstre, finalement, s'est retourné contre eux et ils ont décidé de l'abattre. Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs stratégiques. Donc la guerre en Irak était la plus flagrante parce qu'en éliminant le régime de Saddam Hussein, ils ont ouvert la porte donc à ce groupuscule, donc dans un chaos total, à peut-être tenir une grande partie de l'Irak. C'est ce qui a amené plus tard à cet état fantôme du califat islamiste en Irak et en Syrie, qu'on a appelé Daesh. Euh, la meilleure illustration est venue après donc, le printemps arabe. Les Américains n'ont pas voulu donc définitivement éliminer ces organisations terroristes, même si elles se sont retournées contre eux, parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent les utiliser pour donc dominer certains pays ou interférer dans des conflits au Proche-Orient. C'est ce qu'ils ont fait en Libye, par exemple. En Libye, ils ont aidé une organisation qui n'est pas très connue, Ansar Sharia. Je ne sais pas si vous avez une idée en Afrique. C'est ce que c'est une filiale d'Al-Qaïda, mais cette filiale a donc aidé les Américains pour faire tomber Kadhafi.
Et on connaît très bien maintenant la situation de la Libye qui est pratiquement un État failli, un État plongé dans le chaos. C'est pourquoi les Américains, donc, ils essayent de tenir ces organisations dans un état médian, c'est-à-dire ni trop fort ni trop faible, pour les utiliser. Et comme ils vont le faire effectivement en Égypte. Mhm. Après le printemps arabe, après le 2011, 12 000 combattants de Beit el-Maqdis ont envahi le Sinaï. Et donc, ça a fait plaisir aux Israéliens, bien sûr, qu'ils visent à affaiblir l'armée égyptienne. Ils ont laissé faire, parce qu'effectivement, Beit el-Maqdis agissent effectivement aux frontières donc, sud d'Israël. Donc 12 000 combattants, ça a donné beaucoup donc, de mal à l'armée égyptienne pour éradiquer donc, ces groupuscules ou cette filiale d'Al-Qaïda au Sinaï. Donc on voit très bien que la chose est un tout petit peu complexe. Mhm. Ce n'est qu'après donc l'intervention russe en Syrie, parce que on se rappelle très bien que le califat qui est parti de l'Irak, a envahi également une grande partie de la Syrie et a failli faire tomber donc le régime de Bachar al-Assad. Les Américains sont intervenus et comme je l'ai dit, ils ne voulaient pas exterminer complètement donc les combattants de Daesh. La preuve, c'est que on a constaté ici en Tunisie qu'il y a au moins 1100 combattants de Daesh qui ont été soignés en Israël et qui ont même reçu la visite de M. Netanyahou. C'est la preuve que effectivement il voulait donc laisser une partie de cette organisation donc pour les utiliser le cas échéant, avec bien sûr le concours des pays du Golfe. Il ne faut pas oublier le rôle du Oui. Qatar et de l'Arabie Saoudite dans cette affaire-là. Donc ces deux pays-là qui ont armé, qui ont financé donc toutes les opérations de Tout le Daesh. monde Donc ce n'est d'ailleurs, qu'après. tout le monde d'ailleurs Oui, oui. se rappelle du scandale des accords d'Al-Yamama, Al-Yamama qui ont justement permis d'échanger des livraisons de pétrole contre des commissions occultes et qui ont servi justement à la CIA et au service de renseignement britannique de financer le terrorisme. Effectivement. Donc, je reviens à ce que je disais. Vraiment, la débâcle de Daesh est venue après l'intervention russe. Mhm. Parce que là, c'était une décision de Poutine d'éradiquer et de sauver le régime syrien de Bachar al-Assad parce qu'on a vu que les dégâts étaient énormes et que si Daesh prenait place, donc, ou essayait plutôt s'accaparer de la Syrie et de l'Irak, c'en est fini pour le Proche-Orient parce que là, ils ont donc des affiliations partout, ils peuvent donc déstabiliser tout le Moyen-Orient. Mhm. Et Poutine a bien fait, effectivement, d'affaiblir extrêmement donc ce groupuscule. Donc, et maintenant, il ne reste que quelques résidus sur la frontière donc israélienne et donc un tout petit peu en Irak. D'accord. Maintenant, pour revenir à Daesh, en fait, ils n'ont que deux modes opératoires. C'est pourquoi là, c'est très important ce que je vais dire. Ils ont un mode opératoire lorsqu'ils sont en force, un mode opératoire lorsqu'ils sont en faiblesse. Donc, le mode opératoire lorsqu'ils sont en force, là, il s'agit de vraiment de grandes opérations d'envergure, Mhm. c'est-à-dire des attaques armées, moyennant donc des armes donc des Kalachnikov ou des armes anti-chars, Mhm. des explosifs, etc. Mais là, lorsqu'ils font ce genre donc d'attaque, c'est qu'ils sont en force. C'est-à-dire qu'ils ont leur logistique, ils ont leur encadrement, ils ont leur liaison, donc transmission, bien sûr, avec leurs commanditaires et avec leur base, bien sûr. Ça, c'est le premier mode opératoire. Le deuxième, lorsqu'ils sont en faiblesse, ils agissent selon ce qu'on appelle les loups solitaires, c'est-à-dire que un combattant désespéré, donc qui va vous faire un coup juste pour dire que l'organisation existe toujours ou pour donc un éclat médiatique. Ça, c'est les deux modes opératoires. On a vu que l'attentat de Moscou ne ressemble à aucun des deux modes opératoires. D'ailleurs, beaucoup de signes démontrent que les combattants n'ont pas cette image d'Al-Qaïda ou de Daesh. Ils sont très loin. D'abord, l'attitude des assaillants. Normalement, les combattants de Daesh préfèrent le martyr plutôt que donc de se faire arrêter. Ils Mhm. sont endoctrinés
pour donc soit combattre jusqu'à la fin ou se faire éliminer. Et les signes extérieurs, les combattants de Daesh ne coupent pas leurs cheveux. Donc c'est interdit pour eux. Ils veulent ressembler au prophète et donc ils se laissent pousser les cheveux. Et ce qu'on a vu, ces combattants étaient des gens normaux avec une barbe légère qui ne ressemble aucunement aux combattants donc, de Daesh. Troisièmement, les combattants de Daesh ne se séparent jamais de leurs armes. Ça, c'est une constante. Je l'ai constaté pendant une vingtaine d'années. Ils préfèrent mourir que de donc, se séparer de leurs armes. Ceux-là, donc, ils ont jeté leurs armes En et ils ont partie. essayé plutôt de fuir vers l'Ukraine. Troisième signe, les combattants de Daesh ont toujours des ceintures d'explosifs donc, avec eux pour se faire éliminer et éliminer ceux qui veulent les assaillants ou ceux qui veulent les attraper. Donc, aucun signe des quatre donc, qui ont perpétré donc ne ressemblent à Al-Qaïda ou à Daesh. Donc, D'accord, dire que ce sont des combattants de Daesh, ça, ce n'est pas une hypothèse plausible pour moi. d'accord. Alors, la deuxième question, Général Didi. Les Américains, pour mettre un terme à son expansion, ont créé une coalition internationale de 42 pays. Ils se sont employés, je veux dire qu'en Irak, à bombarder les positions de Daesh pendant une année, sans le moindre résultat probant. Et ce n'est qu'après l'intervention russe et en 6 mois seulement que les structures de Daesh ont commencé à s'effondrer jusqu'à leur anéantissement total ces dernières années, bien que des choses subsistent ou des poches subsistent avec l'aide de l'armée US et des Israéliens, malheureusement. Alors, la question fondamentale se pose et à laquelle les dirigeants de grands pays occidentaux doivent répondre. Comment circule l'argent et les armes que ces mouvements arrivent à se procurer? Si une volonté politique de les éradiquer existait vraiment, pourquoi des enquêtes ne sont pas lancées pour déterminer, euh, les banques qui en sont responsables? Et pourquoi un certain diplomate, Laurent Fabius en l'occurrence, a-t-il pu considérer à l'Assemblée nationale que les terroristes du Front al-Nosra font du bon boulot en Syrie? Effectivement, la question est très simple. La seule donc, intervention sérieuse était celle des Russes. Parce que pour comprendre le phénomène de Daesh, il faut revenir un peu à qui aidait Daesh lorsqu'ils ont envahi l'Irak et la Syrie. Mhm. Non, le financement, l'armement. Donc, on a vu des Hummer, des Jeeps toutes neuves. Donc, des Jeeps Absolument. américains toutes neuves. Donc, de l'artillerie. Tout ça a été financé par l'Arabie Saoudite qui, dans une optique de combattre un peu le chiisme en Irak et en Syrie, a épaulé, bien sûr, selon les ordres des Américains, ils ont épaulé et financé, armé donc, ces mouvements terroristes. Le problème, c'est qu'il y a également un autre intervenant qui n'est pas très visible. C'est la Turquie. La Mhm. Turquie qui, donc, dans sa stratégie d'éliminer donc, les Kurdes et les empêcher d'avoir leurs États, ils ont permis la rentrée à travers leur pays de 150 000 combattants. Il y a 150 000 combattants qui sont donc arrivés en Syrie, en Irak, et qui sont passés par la frontière turque, parce que les Turcs voulaient déstabiliser ces deux pays pour les empêcher, bien sûr, empêcher la création d'un État kurde à partir de ces pays-là. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué, un peu complexe, mais ça se comprend. Les Américains, quant à eux, ils voulaient mettre pied en Syrie tout en éliminant une partie ou éliminant, affaiblir un peu Daesh, mais sans l'éliminer complètement. D'ailleurs, les Américains s'accaparent toujours d'une partie de la Syrie, la partie la plus riche, les hydrocarbures, comme Ouais, ouais. d'habitude. À ce jour. On est habitué aux Américains. Maintenant, là où il y a le pétrole, vous allez trouver les Américains. Mais n'eût été l'intervention russe, de l'armée russe, qui était une intervention bien menée, militairement, je veux dire, et qui a frappé les points névralgiques de l'État du califat. Donc, c'est là que on peut dire que l'intervention russe a sauvé un peu le Proche-Orient, parce que le califat, c'est comme un cancer. C'est lorsqu'il a pu donc se stabiliser donc en Irak et en Syrie, il projetait donc d'aller conquérir tous les autres pays, y compris les pays nord-africains. D'ailleurs, ils ont tenté
Et je ne sais pas si vous le savez très bien ou non, mais ils ont tenté le coup à Ben Guerden, dans le sud Oui, oui, oui. tunisien. Dans le sud Donc, tunisien, ouais. et là, ils ont échoué. Donc, on peut dire que les Tunisiens et les Russes, ce sont les deux vraies puissances qui ont vraiment sont venus à bout de ces groupuscules, donc soit en Syrie, en Irak et en Tunisie. Mais n'eût été l'intervention des Russes, les conséquences stratégiques auraient été D'accord, désastreuses pour tout le continent et surtout pour le Proche-Orient. d'accord. Alors, euh, il faut bien, donc, pour ce qui s'est passé à Moscou, il faut bien rappeler que il y a quelques semaines, Victoria Nuland, avant de démissionner, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, avait euh, fait une déclaration à Kiev selon laquelle la Russie aurait des surprises cette année, ce qui veut dire 2024. Et 12 jours plus tard, donc le 12 février, cet adepte du néoconservatisme straussien et viscéralement anti-russe et va en guerre a démissionné. Alors, qu'en pensez-vous, surtout dans le contexte où l'armée russe a déjà gagné la guerre en Ukraine, et c'est ça, est-ce ça qui est la principale raison de son éviction de l'administration Biden? Effectivement, là, c'est une très bonne question parce que il faut un tout petit peu comprendre un peu l'état d'esprit des néoconservateurs aux États-Unis. Donc là, ils commettent une erreur fatale parce que ils sont toujours dans une optique de surpuissance. Les stratèges ou bien sûr les va-t-en-guerre, comme vous les avez appelés, donc les néoconservateurs, sont toujours dans cette optique que les États-Unis sont toujours la première puissance mondiale et qu'ils ont une hégémonie totale. Ils doivent avoir une hégémonie totale sur la planète, sur le monde entier. Mais je crois ils sont en train de commettre des erreurs fatales. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu venir donc la puissance russe. Mhm. Euh, Au même moment que la puissance américaine s'effrite, parce que depuis donc, la chute de l'Union soviétique, ils ont donc diminué les effectifs, les budgets militaires, et c'est le cas également de l'Europe, au même moment où la Russie est en train de se reconstruire, surtout sur le plan militaire. Là, ils ne peuvent plus avoir un affrontement direct avec la Russie, sachant que c'est la première puissance nucléaire mondiale. Et lorsqu'ils se sont aperçus que les Russes ont rebâti leur complexe industriel militaire donc de manière exceptionnelle, là, ils comprennent que l'affrontement direct n'est plus possible. Et qu'est-ce vont faire? Ils ont, comme d'habitude, utilisé la CIA, donc la ruse et la perfidie, pour essayer de déstabiliser donc, la Russie. C'est ce qu'ils ont fait en utilisant malheureusement les pays baltes et surtout l'Ukraine, qui, à mon avis, une victime. L'Ukraine, pour moi, est une victime. Donc, ils ont fomenté un coup d'État et ils ont essayé par tous les moyens de déstabiliser la Russie, passant par l'Ukraine. L'échec est cuisant et les conséquences stratégiques vont être désastreuses sur les Américains. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont créé une alliance entre la Chine et la Russie, Mhm. entre la Russie, la Chine et les BRICS, qui sont en donc une montée en puissance extraordinaire. Là, ils se sont aperçus qu'ils viennent de commettre une erreur fatale parce que c'est le début de la fin de l'Empire américain, à mon sens. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, l'historien français Emmanuel Todd a sorti un bouquin Ah, extraordinaire qu'il a appelé La défaite de l'Occident. Il faut le lire parce que c'est un historien, c'est pas un politicien, mais un il a démographe, décrit un avec démographe aussi. scientifiquement, Ouais. exactement, il a décrit scientifiquement le début de la fin donc de l'hégémonie américaine et surtout de la défaite de l'Occident. Donc, D'accord, la Russie, pour moi, c'est une histoire de survie. La Russie est en train de gagner, non pas sur le plan militaire seulement, mais également sur le plan stratégique. Parce d'accord. que vous allez voir, c'est comme un château de cartes, vous allez voir ce qui va suivre donc dans les années à venir.
Donc, la CIA était au courant et je suis sûr qu'ils ont fomenté, ils ont 12 points, on a repéré 12 sites donc, à l'intérieur de l'Ukraine, d'où la CIA opère. Et donc, le retour. Et ça, c'est le New York Times lui-même qui le dit. Ce n'est pas, Exactement. on ne peut pas être accusé de faire de la Exactement. propagande pro-russe. Bien. Non, non, Alors, non, il ne s'agit pas de. le vendredi 22 mars 2024, dans la journée, soit quelques heures avant le crime du Crocus City Hall, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a affirmé officiellement, et ça vraiment un changement de temps grave, pour la première fois depuis le 24 février 2022, que la Russie était en guerre en Ukraine et non plus en opération spéciale. Et donc, je le cite, la Russie ne peut pas permettre l'existence à ses frontières d'un État qui a l'intention avérée d'utiliser n'importe quelle méthode pour lui retirer la Crimée, sans parler des territoires de nouvelles régions. Donc, a-t-il affirmé à la presse. Alors, comment lire cette déclaration d'un point de vue géopolitique, géostratégique et militaire? Et peut-on comprendre dans le contexte de ce qui s'est passé au Caucus City Hall que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer pour l'armée russe? Comment voyez-vous la suite? C'est très simple. Pour moi, au départ, c'était vraiment une opération spéciale parce que humainement, aucun pays ne peut voir donc les habitants du Donbass, de ces régions-là, se font massacrer par donc le régime nazi ukrainien et ne rien faire. Donc ça, normalement, ça aurait été tous les pays du monde auraient participé à donc lorsqu'on parle de droit international à sauvegarder ces populations-là. Donc, ce que les Russes ont fait d'abord, c'est venir au secours de ces populations-là et, par la même occasion, s'immuniser contre le régime nazi ukrainien et surtout les velléités et donc les projets américains dans la région qui essayent un peu d'endiguer, d'encercler la Russie et de la déstabiliser. Donc, maintenant, les choses se sont accélérées. Après les déclarations de Macron, après, donc maintenant qu'on a comptabilisé plus que 13 000 combattants étrangers qui opèrent sur le sol ukrainien. Donc, les écoutes russes qui ont décelé donc, ces conversations étranges entre les généraux allemands, donc Oui, tout le absolument. renseignement dit que l'Occident se prépare à vraiment faire un grand coup en Ukraine, essayer d'empêcher l'Ukraine de collapser, donc de tomber dans les mains des Russes. C'est trop tard, à mon sens, parce que les dés sont déjà jetés et que maintenant l'Occident est affaibli. Les réserves de munitions, et là je vous parle comme militaire, ils ont commis une erreur stratégique en vidant les stocks de munitions américains donc de l'OTAN en Europe et bien sûr la guerre à Gaza qui a obligé les Américains à donner pratiquement tout leur stock à l'armée israélienne. Donc, ils sont en position de faiblesse. Et je crois que les Russes ont eu raison de déclarer la guerre parce que vraiment, maintenant, on est dans une guerre totale ou une question de survie pour la Russie. Et heureusement qu'ils sont en train de gagner parce que, à mon avis, la plus grande catastrophe stratégique serait que la Russie tombe. On Oui, n'est pas dans ce cas de absolument. figure, c'est l'inverse qui se passe parce que les conséquences sur le monde seraient vraiment dramatiques. Là, D'accord. c'est l'inverse, c'est l'Occident, les États-Unis qui commencent donc à laisser des plumes. De toute évidence, si je me le permets, l'organisation de cet attentat à Moscou n'est pas l'œuvre de loups solitaires, mais d'un réseau complexe d'agents et c'est soutenu par des services de renseignement, et certainement. Et pour cause, et sur ça, je voudrais avoir votre avis, je parle sous votre contrôle, euh, pour cause, c'est que la tentative de fuite via Briansk prouve amplement ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que depuis les attaques ukrainiennes contre la région de Briansk en 2023, cette région est fortement protégée par les Russes, par l'armée russe.
avec des champs de mines et de solides positions de défense à la frontière. Et puis, la zone est devenue si difficile à à traverser qu'elle a été évitée par les forces ukrainiennes elles-mêmes, même dans le contexte actuel d'incursion terroriste à travers les frontières russes, alors qu'il y a eu de nombreuses attaques sur Belgorod et Koursk. Alors, général Didi, le fait que les terroristes ont tenté de s'échapper précisément par Briansk n'indique-t-il pas qu'ils disposaient d'informations détaillées sur la manière de traverser la frontière et de trouver du soutien de l'autre côté? Et n'est-ce pas le signe que des services de renseignement, probablement ukrainiens, en tout cas, ont participé activement à l'opération, fournissant les données nécessaires aux tueurs pour trouver le meilleur chemin pour échapper aux troupes russes? Oui, absolument. Comme je l'ai dit au départ, d'après ma connaissance au mode opératoire des groupes terroristes islamistes, ce groupuscule-là ne ressemble en rien à ce que j'ai vu pendant 20 ans. Il s'agit plutôt d'un commando, donc un commando qui avait une mission bien précise de fomenter un coup et donc d'attaquer cette salle de concert et de revenir à leur base. C'est exactement ça. Et comme on a vu pour les attentats Nord Stream 1 et 2, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'Ukraine, avec le concours de la CIA, prépare. Bien sûr, la CIA ne va pas se mettre devant la scène, elle est toujours derrière. Donc, c'est comme si ils préparent, ils financent, ils organisent, ils donnent donc le renseignement, mais ils restent toujours en arrière-plan. Et ce sont les Ukrainiens, à mon avis, qui ont, avec le concours de la CIA, préparé donc ce coup, effectivement, pour essayer de frapper un grand coup à l'intérieur de la Russie, parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de riposte après l'échec de leur contre-offensive l'été dernier, et que surtout l'armée russe est en train d'avancer donc de façon sereine donc au nord et au sud. Il ne reste plus qu'Odessa pour, à mon avis, que tout le château de cartes ukrainien s'effondre. À mon avis, c'est un commando donc au service de l'Ukraine qui a fait le coup et qui tentait de revenir à sa base, tout simplement. Et je suis sûr que la route était préparée par les Ukrainiens donc pour la retraite de ce commando qui ne ressemble en rien. Et vous allez voir les jours prochains que les investigations vont effectivement s'acheminer vers ce que je suis en train de vous dire. Comme je l'ai dit il y a très longtemps à propos donc des attentats de Nord Stream, que c'était les Américains donc, qui ont poussé l'Ukraine à couper ces pipelines, ce sera la même chose. Je suis sûr que d'ici très peu, on va découvrir qu'il s'agit bien d'un commando donc, au service des Ukrainiens qui ont tenté de déstabiliser la Russie. Mais stratégiquement, c'est une erreur parce que ce coup-là va encore souder plus les Russes et donc les pousser à aller de l'avant. Et vous allez voir, la réaction des Russes ne va pas se faire attendre pour aller de l'avant et terminer le boulot en Ukraine. D'accord. Bien. Alors, alors, pour continuer dans le même sens, il y a quelques semaines, plus tôt, les ambassades américaines et britanniques ont averti leurs citoyens d'éviter de participer à des événements publics à Moscou. Et ça, si l'on rajoute ça au fait que nous savons que tout le monde sait que l'Ukraine, en tant en tant qu'État mandataire, n'agit pas seule. Et si les services de renseignement du régime ont été peut-être impliqués dans l'opération, il y aurait certainement eu une coordination avec les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis. C'est ce que vous venez d'expliquer. Alors, Général Didi, si les États-Unis et le Royaume-Uni disposaient réellement de données indiquant l'imminence d'une attaque, la bonne chose à faire, il me semble, au moins d'un point de vue diplomatique, quand les relations sont normales et que les gens n'ont pas de mauvaises intentions,
la chose à faire ne serait-elle pas alors de transmettre ces informations aux autorités russes et de coopérer avec elles pour contrecarrer l'attaque? Et ceci n'étant pas été fait, n'ont pas été faits, peut-on dire que ces deux pays ont agi avec de mauvaises intentions, soit en participant activement à l'attaque, soit en ignorant la menace? Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Et je connais suffisamment les 14 organisations d'intelligence américaine et je peux vous dire et en toute honnêteté que je n'ai aucun doute que la CIA était au courant de cette attaque. Et c'est toujours dans leurs habitudes, hein. En Tunisie, ils ont prévu les attaques terroristes en Tunisie et ils l'ont donc à maintes reprises. Leurs ambassades en Tunisie dit à leurs ressortissants d'éviter certains lieux ou d'aller au sud et ils sont toujours au courant de ce qui se passe. Mais cette fois-ci, ils sont au courant parce qu'ils sont donc derrière cette affaire parce qu'ils sont trouvés donc bloqués. Il n'y a plus de solution contre l'armée russe, contre l'avancée des Russes en Ukraine. Mhm. Et la chute de l'Ukraine serait une catastrophe stratégique pour les Américains. Donc, pour eux, il va falloir faire quelque chose pour arrêter cela. Et ils ont pensé à donc déstabiliser la Russie de l'intérieur, ce qui n'a pas marché. Et je suis certain qu'ils étaient au courant des détails, de la date, donc du lieu, etc. Et l'histoire nous montrera que ce que je vous dis est vrai, parce que ce qui reste puissant aux États-Unis, ce sont les capacités de la CIA et de la NCA et des organisations d'intelligence américaines qui opèrent un peu partout dans le monde en collaboration avec les Sanaïm, des Sanaïm israéliens qui sont au nombre de 500 000, hein, Mhm. des chiffres effarants, des chiffres incroyables, mais ils ont donc une main mise sur le monde entier et ils peuvent vous fomenter des coups de ce genre un peu partout dans le monde. Donc, je n'ai aucun doute que les Américains étaient au courant du lieu, de l'intensité de l'attaque et du circuit, etc. Donc, d'ailleurs, le choix des Tadjiks n'était pas anodin parce qu'on sait très bien qu'en Russie, il y a un grand nombre de Tadjiks qui voilà, organisent un peu la main-d'œuvre en Russie, et les cacher dedans était très facile. Mais l'histoire nous montrera que la CIA était au courant et qui était donc derrière cette affaire d'attaque à Moscou. D'accord. Alors, une dernière question avant de passer à la situation à Gaza. Il y a un peu ces similitudes avec ce qui s'est passé là en Russie, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes. On peut voir beaucoup de choses et je vous poserai la question après cette dernière question. Alors, des informations circulent sur l'arrivée de troupes régulières venues de France, d'Allemagne et de Pologne par voie ferroviaire et aérienne à Tcherkassy, au sud de Kiev. Donc, une force conséquente. Aucun chiffre n'a été divulgué pour l'instant, mais ils sont hébergés dans des écoles et à toute fin, disons, pratique, et vraisemblablement, il s'agit d'une force de l'OTAN. Alors, avez-vous des informations sur cette question et qu'en pensez-vous et comment voyez-vous l'évolution de la situation si cette information venait à se confirmer? Je vais vous répondre parce que ce qu'a dit Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, qui est un homme sage, un vrai diplomate, il a dit c'est trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il va y avoir l'envoi de troupes au sol, ce sera trop tard. En tant que militaire, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de main-d'œuvre, il ne s'agit pas de nombre de combattants. Là, le problème en Ukraine est un problème maintenant, non pas de supériorité, mais de suprématie militaire russe, donc dans une guerre où on voit très bien que l'armée russe est en train d'exploiter son complexe militaire, industriel militaire, donc qui lui fournit des chars, des munitions, des avions en grande quantité, et que de l'autre côté, donc il y a un appauvrissement
il y a des problèmes logistiques très sérieux concernant les obus 155, les obus de chars, les avions, les munitions d'avion. Donc, tout ce problème donc, va maintenant faire que la chute de l'Ukraine est inévitable. Quel que soit ce que vont faire les Américains ou ce que vont faire les Américains et les Européens, c'est trop tard. Parce que pour monter en puissance en munitions militaires et en matériel militaire, il faut beaucoup de temps. Ouais. Surtout que ceux qui s'occupent du complexe militaire industriel en Europe et aux États-Unis sont des civils. Mhm. Ce n'est pas le cas de la Russie qui donc accapare, qui maîtrise donc son industrie militaire, c'est aux mains de l'État. C'est Mhm. ça la grande différence. Oui, oui, oui. On ne peut pas Absolument. obliger des sociétés civiles à donc vous produire. Et je vous ai dit tout à l'heure que le problème vient de Gaza et de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, parce que pendant 5 mois, les avions et les bateaux américains ne cessent de fournir à Israël donc toutes les munitions dont elle a besoin. Donc, ce qui va vider les stocks et empêcher les Américains et les Européens d'agir en Ukraine. C'est trop tard pour moi. La victoire russe est déjà signée et quoi qu'il fasse, donc il ne leur reste plus que trouver des moyens diplomatiques pour résoudre le problème. Pour moi, le problème militaire est définitivement Bien. plié. Pour arriver justement à la situation à Gaza, il y a quand même, je vous laisse d'abord après le développement, pour où est-ce qu'elle va la situation, avec tout ce on peut observer d'inhumanité, mais de barbarie dans l'assassinat d'enfants, de femmes. On arrive maintenant à 37 000 à peu près victimes, en plus les blessés et les déplacés. Alors, il y a moi, ce qui m'intrigue dans ce qui se passe. On sait que Israël est un paravent de l'Occident. Donc, quand Israël tue au Gaza, c'est pas grave, il a le droit de se défendre. Mais si les Russes interviennent en Ukraine pour se défendre, là, c'est un problème. Ça pose un problème pour les Occidentaux. Et alors que normalement, un mouvement islamiste ou un djihadiste prône justement le martyr et puis prône la défense de la Oumma islamique, ne fait strictement rien par rapport à ce qui se passe à ce qui se passe à Gaza. Ça fait 5 mois, nous n'avons pas entendu Al-Qaïda, nous n'avons pas entendu Jabhat al-Nusra, nous n'avons pas entendu Daesh dire quoi que ce soit sur ce qui se passe à Gaza. Mais là, comme d'un seul coup, voilà, il décide de venir à Moscou et de commettre un attentat. Alors, les deux choses, comment vous les voyez, général, et puis je vous laisse bien sûr, évidemment, après le temps de développer sur cette situation, avant d'en venir à Rafik. L'une des conséquences stratégiques de ce qui se passe à Gaza est donc la chute définitive des groupes terroristes dans les pays musulmans et les pays arabes notamment. Donc, avant cette guerre, il y avait toujours ceux qui croyaient toujours que ces groupes donc prêchaient donc la bonne parole et voulaient donc installer la chaïra et que cette histoire est une histoire religieuse. Maintenant, après ce qui s'est passé, Mhm. c'est un coup fatal pour tous les groupes terroristes dans tous les pays musulmans. Personne ne les croira après ce qui s'est passé parce qu'après 5 mois, on ne les a pas entendus. C'est vraiment le moment du djihad, si vous voulez vraiment parler de djihad, Du moins. voilà, pour l'islam, il n'y a pas une meilleure occasion. Donc, l'une des conséquences, parce que là, je vais revenir un tout petit peu, parce que nous, on est en train de voir les images, mais pour un stratège militaire, les conséquences sont plutôt du côté des Palestiniens, et je vais vous l'expliquer. Donc, l'une des conséquences, c'est vraiment la fin de ces organisations terroristes donc, qui vont disparaître. Et je crois que le coup de Moscou va être l'un des derniers, hein. Ouais. Sinon, ils vont essayer de faire bouger en Afrique, si vous voulez qu'on parle de ça également, parce que les Américains et les Français vont essayer de punir les pays Absolument. subsahariens. Bon, maintenant, revenons un peu à la question. C'est la première fois qu'Israël est mise en danger. L'existence même d'Israël est mise en danger parce que ils ont bâti leur doctrine militaire sur ce qu'on appelle donc une doctrine de puissance, une doctrine de dissuasion
ils ont créé une armée qui va dissuader tous les pays limitrophes. Ce qui s'est passé, que maintenant, un groupuscule, un petit groupe de combattants, à peine 30 000, a essayé de tenir la tête devant l'une des armées les plus puissantes du monde pendant 5 mois et aucun objectif militaire n'a été donc atteint jusqu'à ce jour. Donc c'est une conséquence extrêmement grave parce que l'État d'Israël ne pouvait pas donc soutenir ce genre de guerre. Ça, c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, ils ont essayé pendant 17 ans d'ensevelir et d'éradiquer donc la question palestinienne. Maintenant, elle est revenue au premier plan et on reparle maintenant de deux États, de la paix, etc., après ce qui s'est passé à Gaza. Troisième chose, cette guerre a signé la mort de l'ancien ordre. Là où le rôle de Poutine va être déterminant, c'est la fin donc, de l'ordre mondial donc, qui a prévalu après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'hégémonie américaine. C'est la fin de l'hégémonie américaine parce qu'effectivement, on va constater que s'il y a un petit groupe qui a tenu tête à l'Occident, aux Américains, donc ce pont aérien continue pendant 5 ans et qu'ils ont pu résister, ça doit donner des idées à tout le monde. Et on s'achemine vers un nouvel ordre mondial plus équitable où il y a les Russes, il y a les Chinois qui ont ouvert les bras à tout le monde, qui vont parler donc de relations équitables, etc. Ça, c'est une grande conséquence stratégique. L'autre conséquence stratégique, c'est que maintenant, c'est la fin, malheureusement, je le dis, c'est la fin du droit international. Tant qu'il a été donc, perçu et mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fin de l'ONU, c'est la fin de la Ligue arabe, c'est la fin donc du droit international. On ne peut plus, après ce qu'on a vu sur les chaînes télé, donc parler de droit international, après donc les massacres, après le génocide en direct, et donc le silence assourdissant de tous des pays qui parlaient de liberté, qui parlaient de démocratie, qui parlaient donc de relations humaines, de droits humains. Là, tout d'un coup, le rideau est tombé et on a vu la véritable face de l'Occident. Donc, ce qui est incroyable, c'est que pendant donc, des siècles, ils nous ont parlé des droits des humains après la Révolution française et d'un coup, on découvre deux poids, deux mesures et qu'ils sont très, très loin donc, de ce schéma-là. D'ailleurs, la démocratie elle-même est malade aux États-Unis, la démocratie est malade en Occident, en France, en Allemagne, parce que vous voyez, leur presse maintenant, elle est incroyablement donc, dans un seul sens. Ouais, oui. Il n'y a plus de diversité, il n'y a plus de. Donc, là, ce sont les prémices de la chute d'un grand Ah, empire et la montée donc, de nouveaux empires et de l'installation d'un nouvel ordre mondial. Ça, c'est certain. bien, Même si je suis de ceux qui croient que la fin de la guerre approche. Hein. Je suis d'accord. certain parce qu'on ne peut plus aller plus loin. Nous passons maintenant à la dernière question. Et c'est ce qui se passe un peu en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Nous avons, nos connaissances, c'est ce que vous l'avez évoqué déjà au début de l'émission, avec tous les groupes terroristes qui se sont affiliés soit euh, à Al-Qaïda au début, puis à Daesh par la suite. Et tous les événements qui se sont suivis avec les décisions des pays qui ont changé de gouvernant, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, d'interdire la présence des forces françaises. Donc, le Barkhane a pris fin et les forces françaises sont parties. Mais là, c'est les forces américaines qui étaient dans la base de drones d'Agadez au Niger qui partent par la décision souveraine des autorités du Niger. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette région? Est-ce que ce qui se passe aussi a un lien avec tous les bouleversements que nous voyons un peu à l'échelle mondiale, notamment dans cette question-là de traitement du terrorisme? Effectivement, il faut d'abord revenir aux sources parce que au départ, les pays donc, subsahariens étaient des pays stables, malgré les problèmes économiques et parfois politiques, c'était des régions stables. Le chaos qui est donc provoqué par les Américains et les Français en Libye et donc la circulation de 30 millions d'armes.
a fait de telle sorte que c'était une aubaine pour les groupes terroristes qui donc se sont installés 30 dans des millions, pays comme quand le vous Mali. dites 30 millions de pièces d'armes. Je parle de Kadhafi a voulu armer son pays. Oui. Et je vous donne une information précise donc, qui a été donc relayée par tous les spécialistes du monde. Il s'agit bien de 30 millions d'armes de poing. Je parle de Kalachnikov, de mitrailleuses, Bon. d'armes donc moyennes. 30 millions d'armes qui ont circulé donc, dans les mains des bandits. Et comme le chaos qui sévit en Libye, maintenant certains bandes vendent ces armes donc, aux groupuscules terroristes. C'est ce qui va un peu participer à la déstabilisation des pays comme le Mali, par exemple, dont tout le nord a été parfois infesté de ces groupuscules terroristes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les Africains, les pays africains, se sont aperçus qu'on leur volait leurs richesses. Mhm. Donc, surtout, là, je parle de la France, je parle de l'uranium, je parle du pétrole, je parle de Total Énergie, etc. Donc, ils se sont aperçus qu'on leur volait leur richesse naturelle. Et, paradoxalement, leurs ressentissants sont très mal accueillis en Europe. C'est-à-dire, d'un côté, vous me volez mes richesses, d'autre côté, on parle d'immigration, on exploite les nouveaux arrivés sur le continent, on les humilie, et vous avez vu cette montée de l'extrême droite dans toute l'Europe. Donc, les pays africains ont décidé d'agir et donc d'ouvrir la porte à ceux qui veulent les aider vraiment. Et là, je parle de la Russie et de la Chine. La Chine et la Russie parlent donc de relations équitables, d'entraide mutuelle. Ils n'ont pas d'exploitation, comme ça a été le cas donc, pour les Français. Pour le cas des Américains, c'est un peu différent. Les Américains ont constitué une force qu'on appelle l'AFRICOM, qui est toujours basé en Italie et qui cherche depuis des années donc des bases à cet Africom pour une mainmise sur l'Afrique. Parce que c'est vraiment le dernier continent qui échappe aux Américains. Donc, le problème, c'est que maintenant, ils ont échoué. Et on a vu qu'ils vont punir maintenant tous les pays qui ont décidé donc de résister à l'hégémonie américaine. Le meilleur moyen, ce n'est pas une intervention militaire, ça n'a aucun sens. Ils vont effectivement essayer de faire bouger leurs pions. Et là, je parle de, des groupuscules terroristes comme l'AQMI, Boko Haram, etc. Et je suis certain qu'ils vont essayer de faire des alliances avec ces groupes pour déstabiliser les pays africains qui doivent être très alertes. Et là, je parle de tous les pays africains, sans exception, parce qu'il y a un mouvement, il y a une espèce de révolution en Afrique qui donc, essaie de résister à l'occupation sous nouveau type de colonisation, un néocolonialisme donc camouflé. Et je crois que les peuples d'Afrique, maintenant, ils ont besoin de partenaires véritables, de partenaires donc, qui veulent vraiment aider l'Afrique à s'épanouir, parce que là, on parle d'un très grand marché, hein. On parle de richesse naturelle, effectivement, mais on parle d'un grand potentiel qui va s'ouvrir si vraiment il y a une donc de relations équitables avec, par exemple, la Chine, avec la Russie, avec les BRICS, bien sûr. Et c'est le cas de mon pays, hein, qui essaye également de s'affranchir de cette colonisation, de diversifier un peu donc notre tissu de relations diplomatiques. Et j'espère que c'est le cas, ce sera le cas pour tous les pays d'Afrique. Ce sera un peu difficile, mais il faut résister. Il faut vraiment donc que ces peuples, d'abord, s'éveillent, voient la vérité en face, que ce ne sont pas des amis, que ce sont des usurpateurs, et que maintenant, s'il va falloir vraiment asseoir des relations diplomatiques, ce soit donc des relations équitables avec des pays qui nous veulent donc du bien. Et je crois que ce que Poutine a fait en envoyant du blé gratuitement à certains pays africains était un geste extraordinaire pour leur démontrer donc que vraiment le monde a changé, que on s'achemine vers. Mais tout d'abord, il faut faire attention à la perfidie, à la ruse et aux moyens détournés des Européens. Vous savez, donc les empires qui sont en déclin
l'histoire nous a appris, donc deviennent très, très violents. Et donc, c'est ce qu'on va voir les Absolument, années prochaines. absolument. Le déclin des Américains et des Occidentaux ne se passera pas sans donc que le sang se verse sur les flancs de l'Afrique. Il faut faire très attention. Il faut que les régimes soient alertes et surtout, surtout, un conseil, que les régimes soient vraiment solidaires avec les peuples. C'est vraiment là la garantie donc de la sauvegarde d'une nouvelle Afrique. Et j'espère que notre cher continent va passer le cap et effectivement essayer euh, donc d'évoluer vers un monde meilleur, un monde développé pour le bien des populations. D'accord. Eh ben, je vous remercie, Général Taoufik Didi, pour tous ces éclairages et pour toutes ces analyses. C'est un plaisir de vous avoir reçu encore une fois. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.